Voilà. D'accord. Eh bien, Alors, bonjour tout le monde. Donc, bonsoir pour nous, hein. Merci d'être présents et puis merci aussi à tous ceux qui regarderont le replay. Voilà, d'accueillir notre ami Salvador Castaneda qui est donc au Mexique, mais il va se présenter, hein. Euh, il, bienvenue. Merci, merci. il nous apporte Enchanté. toute la chaleur du Mexique et puis surtout, bien, il va nous apporter toute cette vision qu'il y a dans son pays sur la notion de l'échec et du rebond. Merci Salvador. Merci, merci à vous. Merci, merci beaucoup. Je suis ravi d'être ici. Et bon, d'abord, je veux te demander, Carole, pourquoi est-ce que tu m'as invité? Ah. Et parce que je suis un échoué permanent ou parce que je suis un rebondisseur actif? Ou tous les deux peut-être. Tu es Mais sûrement bon, les, tu es sûrement les deux. Et en fait, je t'ai invité parce que dans notre club Rebond Bretagne, on avait émis le souhait d'avoir une vision des autres pays sur la notion de l'échec et du rebond. Parce que nous, en France, on a un peu de mal avec ces notions-là, surtout de l'échec. Euh, d'accord, oui. voilà, hein, depuis notre plus tendre enfance, c'est pas beau. C'est pas beau de se tromper, c'est pas beau de se planter, etc. Ouais, oui. Et du coup, pour moi, bah, t'es la bonne personne pour venir communiquer sur ce sujet-là. Et puis en plus, je crois que t'es un des seuls Mexicains que je connaisse. Oui. Ah bon, merci pour ta sincérité. Voilà. Et D'accord. puis, juste pour rapidement vous situer pourquoi je connais Salvador, en fait, on a ensemble fait en 2019, merci Salvador de me l'avoir rappelé, nous avons fait une formation sur le funny learning, c'est-à-dire comment optimiser les formations que l'on apporte. Que l'on fait en s'appuyant sur les neurosciences pour pouvoir optimiser l'apprentissage, etc., etc. Voilà. Donc on vient du même réseau et Eh depuis oui, toutes ces années on est en relation. Voilà. d'accord. Oui, c'est ça. Bon, Merci. merci. Merci, en tout cas, Alors merci. J'ai préparé une petite présentation. Je vais le oui, partager voilà, avec vous. Euh, vous pouvez m'interrompre à tout moment, pas de problème. parfait. Oui, d'accord. Alors, on va parler sur l'échec, les rebonds entrepreneurial au Mexique. On va commencer avec la suivante image. Donc, c'est ça. L'échec et rebond au Mexique. C'est ça J'adore. l'exemple. C'est ça l'exemple ici. C'est la façon que la personne a avancé. C'est l'échec, oui. Et les rebonds, peut-être l'attitude positive que le langage non verbal, qu'il est prêt pour le faire à nouveau, non, d'une meilleure manière. Je vais vous dire que j'ai mis quelques images et phrases célèbres dans ma présentation, parce qu'en partant de la base que bon, les images disent plus que 1000 mots, non? Et aussi pour rendre un peu la présentation plus amusante. Oui, d'accord? Parfait. C'est parfait. Ok, d'accord. C'est les sommaires. C'est ce que je vais parler. D'abord, la première section, ce serait mon parcours et ma mission. Oui, je vais parler un peu sur ça. Le deuxième, c'est les échecs au Mexique. J'ai trouvé quelques chiffres et données que je vais partager avec vous. J'ai trouvé les résultats d'un sondage qui était réalisé il y a 8 ans auprès de 400 entrepreneurs mexicains. Je l'ai trouvé très, très intéressant et bon, je vais montrer quelques chiffres très intéressants pour connaître ça et je vais vous donner les sources d'information. Après, je vais aussi proposer de partager avec vous 7 conseils pour passer de l'échec au rebond. Oui. Et bon, finalement, je vais parler
de mes échecs et mes rebondissements. C'est un très beau programme. Ça va? Ça va? C'est parfait. Alors, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va couper nos micros pour te laisser présenter. Et puis, bien sûr, on fera quand on a besoin de poser des questions, Oui. soit pendant, soit après la présentation, on remettra nos micros. D'accord, comme vous voulez. Génial, j'ai hâte. D'accord, on va... Excusez-moi un peu mon français, mais depuis la formation il y a 3 ans, je n'ai pas l'habitude de parler souvent en français, mais bon, j'ai osé de le faire de la meilleure manière. Alors, merci beaucoup pour ça, mon parcours et ma mission. Mon parcours, j'ai étudié à l'université administration et après j'ai fait il y a 12 ans un master en leadership positif. Et bon, j'ai plusieurs de formations de certification en matière de coaching et mentoring entrepreneurial. Et j'ai fait les méthodes for Color Symphony Learning avec Carole il y a 3 ans à Paris. Et aussi, j'ai une certification en programmation neurolinguistique. Et bon, c'est la formation académique que j'ai. Et d'ailleurs, j'ai travaillé chez L'Oréal 22 ans ici au Mexique, dont 12 ont été comme directeur commercial. Et bon, après un échec, j'ai devenu consultant commercial, coach et facilitateur. Et ça, un peu plus tard. J'ai commencé à travailler de manière indépendante depuis 2018 comme consultant et coach. Bon, ma mission, c'est afin de transformer ma vie et celle des autres, ce que j'essaie de faire avec ma profession, ma vie professionnelle. Oui. Alors, j'ai une phrase qui m'inspire et elle est dans mon site web. C'est comme mon mantra. C'est l'anglais, mais je l'ai traduit en français. Rendre les autres plus heureux et meilleurs est l'ambition la plus élevée, l'espoir le plus élevé auquel peut aspirer un être humain. Ce qui m'inspire pour faire mon travail, normalement. Alors, on va continuer. On va commencer la présentation avec cette phrase que je trouve très puissante. Le succès n'est pas définitif, l'échec n'est pas fatal. C'est de Winston Churchill. Je voudrais le mettre, cette phrase, dans les écoles, dans les entreprises, en mon bureau, partout, parce que c'est très puissant et très vrai, je pense. Oui. Bon, on va commencer avec l'échec au Mexique. C'est la deuxième section. L'échec. D'ailleurs, on doit parler que le dictionnaire de la langue espagnole dit que l'échec, c'est l'acte d'échec. Le manque de succès, c'est la frustration, résultat défavorable ou négatif d'un objectif. Événement désastreux et catastrophique. C'est ça la définition, non? On a commencé pour changer la définition au dictionnaire. Et les écoles et dans les entreprises, c'est l'interprétation de l'échec, non? Mais aller au-delà de la définition, trouver des moyens d'aider les entrepreneurs à tirer les leçons de l'échec et à rebondir véritablement. C'est l'important. Mais bon, au Mexique, comme la France, l'échec a une connotation négative. Oui, il n'existe pas beaucoup de données officielles sur l'échec scolaire des jeunes, mais il existe encore une idée préconçue selon laquelle l'échec est négatif. Oui. Mais cette tendance est rapidement changeante ces dernières années, notamment chez les jeunes étudiants et les entrepreneurs.
qui commence à considérer l'échec comme une partie d'un processus d'apprentissage et d'évolution. Ça vient de changer peu à peu et je vais vous donner quelques informations plus tard. Et bon, l'échec est universel, on le sait, et intergénérationnel. Peu importe l'âge, le statut socio-économique ou la couleur de la peau, nous sommes tous susceptibles d'échouer. Et regarde la suivante image. Mais bon, nous ne savons pas si avec de la persévérance, elle deviendra une médaillée olympique. C'est la raison entre l'échec et les rêves que j'ai trouvé d'une manière amusante. Bon, parlons des choses plus sérieuses. On va parler de l'échec au Mexique avec des chiffres et des données. J'ai utilisé trois sources d'information. La première, c'est l'Institut national des entrepreneurs au Mexique. C'est une organisation gouvernementale, oui. Et d'autre côté, c'est l'Institut de l'entrepreneuriat de la université privée qui s'appelle Tecnológico de Monterrey, où je donne des cours. Et la troisième source, c'est l'Institut de l'échec mexicain, The Failure Institute of Mexico. C'est le nom officiel. C'est très intéressant. C'est une organisation qui est créée il y a 10 ans au Mexique. L'Institut de l'échec. C'est incroyable qu'il y ait un institut de l'échec, hein, quand même. Je trouve ça oui, mais oui, c'est incroyable. J'ai trouvé ça, oui. Bravo. Oui, oui. C'est pour ça que ça a commencé à changer un peu l'attitude et l'interprétation sur l'échec au Mexique par ces trois institutions. C'est ça. D'accord, on va parler sur les chiffres. Les principales causes d'échec des entreprises au Mexique. La première, c'est les 65%, c'est le revenu insuffisant pour subsister. Oui, ça veut dire qu'en général, les entrepreneurs ne disposent de ressources financières que pour quelques mois. Oui. La deuxième, c'est le manque d'indicateurs. C'est les 48%. Oui, tu as une question, Carole? Non. Oui. Qu'est-ce que tu entends par manque d'indicateurs? Quels indicateurs? Les indicateurs pour diriger l'entreprise? C'est les mesures claires, les KPI, comme on dit à l'anglais. C'est les mesures pour la rentabilité, l'exploitation, les résultats. Et c'est ça. Ils n'établissent pas cette mesure, non? La somme n'est pas égale à 100% parce qu'il s'agit de réponses multiples. Oui, et c'est ça. Ouais. Et la troisième, c'est le manque de process d'analyse. C'est connecté, c'est lié à le deuxième. Il s'agit de leur premier cas ou la première entreprise beaucoup des entrepreneurs. Ils ne connaissent pas comment faire l'administration de l'affaire. La quatrième, c'est comme une conséquence. La première, c'est planification inefficace. Non? C'est la manque d'expérience, c'est seulement l'ambition, l'esprit de faire quelque chose de différent. On va regarder plus tard la personnalité des entrepreneurs. Et il n'est pas, en général, la planification suffisante pour le long terme. Oui. Et aussi, la cinquième, c'est le problème de mise en œuvre.
ils ne font pas d'études de marché en général pour vérifier les hypothèses, ou leurs hypothèses, oui. C'est ça, les 5 premières ou les principales causes de l'échec pour les entrepreneurs mexicains. Alors, j'ai une Oui, première question, Salvador. Du coup, ça veut dire quoi? Que quand on crée son entreprise au Mexique, on n'a pas oui. d'accompagnement, on n'a pas de formation sur comment avoir la bonne posture et avoir les bonnes pratiques en tant qu'entrepreneur? Exactement, exactement. C'est seulement la meilleure des cas, c'est l'aspiration, c'est l'ambition, mais ils n'ont pas l'accompagnement normalement. Oui, on va regarder les D'accord. suivants diapositives qui parlent de ça un peu. Les entrepreneurs qui ont échoué, les 66%, ils savaient terminer leur carrière. Ça veut dire que c'est pas un problème question de formation. Il a la formation suffisante. La deuxième, c'est les 54%, ce sont célibataires. C'est curieux, mais c'est logique parce que ils peuvent aussi de faire des choses différentes parce qu'ils n'ont pas une famille, non? Alors, ils prennent des risques. Je pense que c'est ça les résultats. Les 54%, ce sont célibataires. Et les troisièmes, c'est un peu curieux. Les 34%, ce sont des femmes. Cela, je sais pas, signifie-t-il que les femmes échouent moins que les hommes ou qu'elles prennent moins de risques? Qu'est-ce que vous pensez de tout? Qu'elles sont beaucoup plus, je pense que, je me permets de répondre, Oui, si c'est comme dans nos pays, comme en France, quoi que ce soit, je pense qu'il y a beaucoup plus de soutien entre femmes entrepreneurs, de sororité, et du coup, bon, voilà, c'est mon côté très positif, hein. Messieurs, ouais, je ouais, vous ouais, laisse ouais, ouais, réagir ouais. si vous voulez, hein, mais Cécilia, je sais pas ce que tu en penses, mais peut-être que ça, c'est dans... Non, je suis d'accord. Je disais que j'étais d'accord en faisant ça. Je suis d'accord avec toi. Oui, oui, oui. Vous devez être d'accord, oui. Bon, c'est une partie, bien sûr, mais aussi au Mexique, c'est un fait que dans de nombreux cas, le rôle des femmes est encore dédié au foyer. D'accord. C'est une chose plus traditionnelle au Mhm. Mexique. Et l'autre donnée, c'est les 70% des entrepreneurs qui ont échoué appartenaient au secteur service. Les services de l'informatique, financière, de tourisme, surtraitant de ce type de services. Et la dernière, c'est les 69%, ce sont de moins de 40 ans. Ils sont jeunes en général, non? Mais qu'est-ce qui se passe comme tu avais dit, Carole, qu'est-ce qui se passe? Ils vont toutes celles, normalement, on va regarder la personnalité de, de entrepreneur mexicain. Ils sont tout à fait ouverts à l'expérience. Ils ont l'ambition, l'intuition, mais c'est pas suffisant. Et c'est la plupart. Ce sont des réponses déclarées par eux-mêmes. Oui, ce sont des questions ouvertes et des réponses ouvertes. Et les 46% sont soigneux et consciencieux. Oui, mais ça veut dire que 2 entrepreneurs sur 4 sont prudents. La moitié d'entre eux perdent les contrôles dans des situations défavorables et abandonnent. C'est ça que j'ai trouvé, qu'ils vont toutes seules dans cette mission d'entrepreneuriat. Oui, c'est étonnant. Mais bon, c'est la réalité au Mexique. Et il y a ici l'opportunité, non, pour accompagner des entrepreneurs sur la formation, sur la planification et les domaines administratifs.
qu'il doit prendre en considération. C'est très, très important. Mais bon, c'est une partie de l'échec au Mexique. Même Starbucks, la compagnie américaine, l'a dit. Failure sucks, but it strokes. Failure can, hein, but l'échec prend, mais ça aide beaucoup. Ça, c'est international. Bravo pour tes images parce qu'elles frappent fort. Hein. Oui, les images font inspirer quelqu'un pour prendre des actions, pour prendre des apprentissages, quelque chose. Non? C'est ce que j'ai trouvé. Bon, allez sur les conseils. Ça, c'est selon mon expérience, c'est ce que j'ai vu, ce que j'ai vu. Il ne s'agit pas d'une recette de cuisine ou une formule magique, mais je pense qu'il peut aider aux entrepreneurs. On va commencer avec les conseils. Le premier, c'est apprendre de nouvelles choses. C'est la formation est essentielle, comme on a déjà regardé sur le chef numérique. La formation est essentielle dans différentes disciplines. C'était très, très important. Élargissez constamment les connaissances. Oui. Le deuxième, c'est accepter tes défauts et aider à améliorer les autres. C'est très, très fort. Connaissez vous-même, c'est la méthode Fort Collard. Connaissez vous-même, acceptez les autres comme ils sont et soyez flexibles. C'est la méthode de Fort Collard, les 3 étapes pour progresser. Hein? Échanger avec les autres et ne pas travailler toute seule. C'est très important. C'est éviter la position de l'héros solitaire. Ça n'existe pas. Et c'est au Mexique, je ne sais pas si en France c'est pareil, mais au Mexique il y a l'éducation traditionnelle et ils font les choses par eux-mêmes, toutes seules. Et c'est une erreur de le faire comme ça. Et ça a été lié avec le troisième, que c'est être vulnérable. Oh, comme je travaille avec ça, c'est vaincre l'ego. Vaincre l'ego. Je confonds beaucoup ces comportements avec mes clients et je leur dis que vous pouvez faire des erreurs et être encore capable. C'est bon, c'est pas de problème. Oui, c'est une partie de l'apprentissage. La quatrième, ne t'arrête pas avant d'avoir obtenu ce dont tu rêves. C'est soyez persévérant et discipliné. Acceptez les critiques et restez fidèle à votre rêve. C'est très, très important. Ça va jusque-là? Oui? Eh ben, justement, je voulais voir si vous aviez besoin de vous exprimer justement sur le fait d'être seul, de la vulnérabilité, etc. Jean-Michel, Nicolas, Cécilia, est-ce que vous aviez… Ah bah oui, hein, c'est très clair. Être seul aujourd'hui, et c'est être moins ouvert, c'est-à-dire dans sa tête, dans ses capacités d'imagination, de créativité, d'inspiration par les autres, par l'exemple des autres. C'est ça. Voilà, ça c'est très clair, c'est très clair. Bon, merci. On va continuer. Oui. Bon, c'est le troisième dernier conseil. Vas-y et persiste face aux problèmes. C'est développer et cultiver la résilience. C'est la capacité à rebondir après des échecs et des erreurs. C'est que je travaille beaucoup. Je donne des cours aussi de résilience, communication et des comportements, de la position comportementale. C'est pour moi, c'est très, très important. Avec mes entrepreneurs, mes clients et aussi mes élèves à l'université.
La suivante, c'est la perfection est une rhétorique. C'est très important. La perfection, elle est l'ennemi numéro un de l'action. Et je vais poser quelque chose ici un peu direct. C'est pas pour vous, c'est pour tout le monde, c'est pour moi aussi, que j'ai dit aux mes élèves et aussi aux mes entrepreneurs. Osez plus, faites plus d'erreurs, apprenez plus et essayez à nouveau, mais d'une manière différente. Parce que j'ai trouvé que les entrepreneurs, ils persévèrent très fort. Oui, ils ont de l'ambition, mais ils continuent à faire les choses de la même manière qui les a amenés à échouer. Ils comprennent l'échec comme une partie de l'apprentissage, mais ils n'apprennent de l'échec. C'est que je travaille avec eux. C'est un peu comme ironique un peu, mais ils comprennent, oui, c'est positif, je fais des erreurs, je fais des échecs, oui, je comprends ça, mais ils continuent à faire les choses de la même manière. Et aussi, c'est l'héritage des parents qu'ils continuent à faire la gestion commerciale, ou la gestion administrative, le management, avec le même style de leurs parents ou de leur père. C'est au Mexique qu'arrive beaucoup ça parce que c'est la tradition familiale, tout ça. Et il fait de la même manière que le père l'a fait il y a 40 ans. Ça, c'est pas possible de continuer à faire ça. Le poids de l'éducation est important, Salvador, au Mexique. Oui. C'est important vraiment ce poids de l'éducation et de la transmission du comportement par les parents. Oui, c'est ça. C'est important. Oui, c'est très, très important. Même que les jeunes prennent leur carrière et tout ça, et master, tout ça, mais ils reçoivent des parents la formation, l'héritage de l'entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises. Je travaille beaucoup avec des petites et moyennes entreprises. Et normalement, ils sont la deuxième ou troisième génération. Mais ils continuent à travailler comme les grands-pères. C'est étonnant. Je travaille avec des jeunes de 35 ans, entre 30 et 35 ans. C'est très jeune. Je les pose la question, pourquoi est-ce que tu travailles encore comme ton grand-père? Ah, parce qu'il était très succès, assez pauvre il y a 50 ans. Oui, c'est pas possible maintenant. Hein? Mais bon, c'est une partie de l'apprentissage aussi. Et bon, les derniers, c'est très, très important. Ton véritable potentiel est inconnu. Et je leur dis, si vous ne savez pas vous tester et vous mettre au défi, vous ne saurez jamais ce dont vous êtes capable. Oui, c'est vrai. C'est dur, mais c'est vrai. Ce que j'ai fait avec mes élèves et les entrepreneurs que j'ai contactés. Bon, c'est presque en conclusion pour moi, c'est l'échec est un état comportemental. C'est une question de perception et de la façon dont nous interprétons les résultats. L'échec, c'est un résultat. C'est pas une frustration, c'est pas peut-être une erreur, mais c'est un résultat d'une action. Et c'est tout. Et on doit apprendre de cette action et continuer. D'ailleurs, quand j'ai dit à mes élèves, faites d'erreurs, que quelqu'un exagère un peu.
Je dis, oh oui, oui, il fait des rêves, mais pas beaucoup. Changer un peu les comportements. Mais Salvador, au Mais, niveau de tes élèves, du coup, quand tu les maltraites un petit peu pour qu'ils puissent mais, mais, comprendre, prendre du recul sur ce qu'ils font et comment ils peuvent faire autrement, est-ce que c'est pour eux, donc ça semble difficile. Et comment tu arrives finalement à leur faire changer la vision des choses? Comment tu arrives à les faire évoluer, à comprendre aussi qu'il faut qu'ils sortent de leur zone de confort? Comment tu fais? oui. Bon, et j'ai fait ou j'utilise beaucoup les techniques de coaching pour trouver la raison qu'ils arrêtent un peu l'innovation ou la créativité et pourquoi ils sont dans les erreurs de confort. Et je partage aussi mes échecs avec eux et les échecs des autres fameux personnages de l'histoire. Et c'est avec les processus de coaching que normalement je les fais. Quelquefois, je mets les tests de folklore pour qu'ils connaissent leur personnalité, les couleurs dominantes et tout ça. Et je travaille avec ça. J'essaie de changer les comportements, la conduite, peu à peu, à chaque séance. C'est un processus qui peut durer 3 ou 6 mois. Oui, oui, c'est ça que je fais. Oui. Et il apprend, il reçoit la formation d'une bonne manière. Et je le donne un peu rigolant, ou une blague, quelque chose comme ça, pour faire de l'échec quelque chose amusant. Oui, tu dédramatises. En fait, tu dédramatises Exactement, leur je expérience. dramatise. Exactement, exactement. Je dramatise avec mon expérience. D'accord, le temps de la vérité est arrivé. Mais c'est échecs avant. Bon, je vais vous présenter j'ai divisé les échecs en personnel et en professionnel. Et je vais commencer avec mes échecs personnels, un peu plus difficiles. J'ai divorcé il y a 9 ans et j'ai quitté L'Oréal il y a 8 ans. Ces deux événements presque au même moment. Et bon, je suis resté avec mes enfants et je suis devenu un père célibataire. Ça a été une expérience extraordinaire et un défi très fort que je me suis réinventé comme personne à ce moment-là et bon, très heureux avec mes enfants qui sont déjà volés. Mais bon, et la deuxième, c'est les relations sentimentales que je n'ai pas encore appris de mes échecs sur le plan sentimental. C'est un défi que je dois encore surmonter. Mais bon, comme célibataire, je suis content et je pense que j'ai déjà rebondi cette situation. Non? Et en parlant des couples et des relations sentimentales, je trouve cette image que je vais vous présenter. Si on ne se rigole pas, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est l'attente. L'échec aussi, c'est une relation entre l'attente et la réalité. Ici, l'attente, toutes sont tous amoureuses, les vêtements, la position, les mouvements, l'ambiance, tout est parfait. Mais tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Tout change. Et ça arrive ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais? Si tout était parfait. Et la femme est fâchée, devient fâchée avec moi, avec une personne. Pourquoi est-ce que tu n'as pas prévu ça? Qu'est-ce qui se passe?
tout n'a pas l'intérêt, quoi, non? Et c'est justement qu'un résultat simple c'est un motif d'apprentissage. C'est ça, la relation, l'échec et les rêves. Et bon, en continuant, sur le plan professionnel, à L'Oréal, et je n'ai pas prévu les bonnes actions pour faire face à la crise mondiale de 2010. C'est la crise immobilière aux États-Unis. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et je n'ai prévu ça. Et bon, ça a déclenché une série de mauvais résultats en termes de rentabilité, de vente à la fin de l'année. Ça a été un désastre total à ce moment-là. Et bon, 3 mois plus tard, j'ai été replacé. Ils ne m'ont pas viré, non, grâce à Dieu, mais mon remplaçant comme directeur commercial était un directeur de l'Espagne. Et je vais vous raconter un peu l'histoire du Mexique. Comme vous savez, le Mexique a été conquis par l'Espagnol. Et j'ai dû passer mon poste à un nouvel directeur commercial venu de l'Espagne. J'ai très, très frustré. L'histoire se répète. Qu'est-ce qui se passe? C'est une blague du destin ou quoi? Maintenant, j'ai dû céder mon poste à un autre Espagnol comme il y a 400 ans. C'est Moctezuma et c'est Hernán Cortés qui est arrivé au Mexique. C'était incroyable à ce moment. Ça a été très, très douloureux et frustrant à ce moment. Mais de très bonnes choses me sont arrivées plus tard au sein de L'Oréal. J'ai été nommé, curieusement, c'était comme un prix de consolation, à la direction commerciale corporative. C'est une position plus haute que j'avais. J'étais responsable de seulement une division, la division mass market, la division publique. Il y a 4 divisions chez L'Oréal. Alors, je suis devenu responsable de la gestion des programmes de capacitation, de formation et de l'échange de meilleures pratiques entre les quatre divisions. Et c'est jusqu'à ce poste que j'ai réalisé ma vocation et j'ai décidé de commencer une carrière indépendante en tant que consultant, coach et facilitateur. Et me voilà. L'échec peut conduire à l'innovation. Et après avoir quitté L'Oréal et mon divorce, qui ont eu lieu presque au même moment, je me suis reinventé et j'ai développé un style de vie différent. J'adore cette phrase. Voilà. oui, c'est tout. Oui. Bon, merci. Merci beaucoup. C'est la présentation. S'il y a quelques questions, commentaires, ça serait bienvenu. Je vous laisse la parole. Moi, je n'ai pas forcément de réaction. Enfin, c'est intéressant. Il y a pas mal de points communs finalement. Hein. Oui. Je sais pas si c'est la culture latine qui veut ça, je pense, hein, par rapport à la culture anglo-saxonne. Hein. Oui, je pense ça. Ouais. Latine et puis et certainement, je pense que le poids de la religion catholique aussi, qui a formé un peu les esprits à ça. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Très bon commentaire, Nicolas, merci. Oui, et Nicolas, il dit ça aussi parce que c'est vrai que la dernière fois, on a reçu la vision du Québec et en effet, la vision est complètement différente alors qu'avec le Mexique, on est vraiment, comme tu le dis, Nicolas, très, très, très proche. Perception.
Oui, culture latine, je pense. Ouais. Ouais. Et oui, c'est ça. Je voudrais vous montrer mon système de fonctionnement que tu m'as demandé, Carole. Oui. Oui, j'ai un visuel. Je vais vous montrer ça. Et vous le regardez. C'est ça mon secret. C'est mon système de fonctionnement. Je parle d'un diagnostic du client, d'abord. Il m'appelle, je arrive avec eux, et ils me transmettent les problèmes, mais je les valide avec les collègues, avec tout le monde dans l'entreprise. Parce que normalement, les directeurs ne savent pas les véritables ou les vrais problèmes qu'il a. Oui. Après, je souvent dit que les tests pour color, les 3 étapes pour progresser, c'est se connaître moi-même, la flexibilité, et développer la flexibilité et s'adapter mieux aux situations et aux personnes. Ce sont les 3 étapes. Après, je travaille des formations sur la communication et des conversations efficaces. S'il y a un problème, c'est qu'il manque une conversation. Je parle de sa base. Et après, je travaille sur le renouvellement des processus, surtout commercial, parce que c'est mon domaine. Après, je fais des formations, coaching et l'accompagnement. Ce que tu m'as demandé, Carole, comment est-ce que je le fais? Je fais des formations et en même temps coaching de vie ou coaching exécutif et l'accompagnement sur le terrain. Je travaille avec les entreprises sur le terrain. Oui. Et après, c'est le cycle de validation, si ça marche, si ça fonctionne, ou qu'est-ce qu'on peut ajouter sur le système de travail, ce que je fais. Ouais. Et est-ce que c'est ce que tu enseignes aussi quand tu interviens dans les écoles? Parce que là, j'ai Nicolas qui travaille aussi auprès des étudiants, etc. Et donc, je voulais savoir, est-ce que c'est aussi comme ça que tu travailles? Ce sont les messages que tu leur passes aussi? Comment ça se passe? Oui, même à l'école, je partage les expériences pratiques que j'ai. Oui, je partage tout ça. Et c'est un peu la même manière. À l'école, je ne fais pas les tests avec mes élèves. Ce sont aux entreprises que je le fais. D'accord. Mais je parle de la méthode pour de la personnalité. Et je divise la chambre, le salon, en quatre parties et pour chaque couleur, avec la description des caractéristiques de chaque personnalité. Et ça marche très bien. Il est bien se connaître eux-mêmes. Ouais, c'est ce que je fais. Et Ouais. au niveau des étudiants, est-ce que dans tes objectifs, c'est de changer aussi cette vision donc de l'échec, de les accompagner finalement à accepter d'avoir des échecs, à changer leur posture? Tu les accompagnes aussi dans ce sens-là? Et oui, ils s'accompagnent. Ils acceptent rapidement l'interprétation de l'échec comme une partie d'un processus d'apprentissage. Et très vite. Pas de problème avec ça, avec les entrepreneurs et avec les étudiants. Mais la façon qu'ils travaillent après l'échec, c'est le problème ou c'est l'opportunité. Parce qu'ils ne trouvent pas les bonnes stratégies, les bonnes manières de faire les choses différemment. C'est ça que je travaille avec eux, de trouver des différentes options pour obtenir des différents résultats. Sinon, ils vont continuer à obtenir les mêmes résultats s'ils font le même. C'est ça. Et c'est l'opportunité, c'est un peu plus difficile, on dit, de changer les comportements.
sur les façons, la manière de travailler ou d'étudier ou de faire quelque chose. De trouver différentes options et d'oser de faire choses d'une manière différente. C'est que je travaille beaucoup avec des processus de coaching. Ouais, on a vraiment beaucoup de points communs. En effet, vous avez raison. Oui, je pense ça, oui. Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres apports à apporter, messieurs, dames? Non, mais moi, quelque part, j'ai pu savourer lorsqu'il a dit quand un grand groupe comme L'Oréal doit constater une situation et comment il réagit, le grand groupe. Quelque part, je buvais du petit lait, on en reparlera avec Salvador séparément, mais voilà, c'est ça. Et je trouve que finalement sortir par le haut, finalement par dire bah voilà, moi je décide de quitter et de penser autrement, bah, c'est la solution à apporter. Et je trouve ça génial, c'est de dire bah voilà, on veut me mettre dans une boîte. Bah moi je suis un être libre et je vais sortir de la boîte, je vais faire le champ du possible et je vais sortir de ma boîte. Donc voilà, ça c'est génial. Merci, merci. Et je n'ai pas dit que je suis rentré chez L'Oréal 3 fois. C'est la troisième que c'est la définitive. Les deuxièmes avant, comme un héros, tout à fait, tous les résultats. Et la troisième, les grands échecs, mais les grandes opportunités pour l'innovation. C'est ça. Et grâce à ça, je suis là maintenant. Oui. Si, eh ben, du coup, Jean-Michel, tu pourras te connecter sur LinkedIn avec Salvador. Hein. Ah ouais. Oui, bien sûr. Enchanté d'échanger quelque chose avec vous. Hein. Oui, n'hésitez pas à me contacter. Et je vais t'envoyer, Carole, la présentation. Oui. Ils sont tes coordonnées. Mes coordonnées là. Et si vous voulez quelque information, avec plaisir. Ouais. Très bien, je la partagerai et puis en même temps je te mettrai dans la liste de diffusion, comme ça bah, tout le monde aura ton adresse mail aussi, Salvador. Mais oui, il y aura quelque chose, je pense que nous les rebondisseurs français, l'association devrait regarder, comparer les stats pour la partie femmes des hommes et savoir si en France quel est le pourcentage. Je suis curieux de savoir cette stat qui nous a sorti Salvador sur le Mexique. Le taux d'échec des femmes est inférieur très largement à celui des hommes. Donc parce que je pense que l'échantillon peut-être des femmes est moindre, mais en dehors de ça, je ne vois pas. J'aimerais bien savoir en France quand même où il y a quand même pas mal de femmes entrepreneurs, quel est le ratio et d'aller creuser le sujet. Et est-ce que c'est vrai en France? Voilà, j'aimerais vraiment savoir. Oui. Ça va être très intéressant, oui. Ouais. C'est un truc à creuser à mon avis. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Oui, peut-être que ça serait similaire, les résultats. Peut-être, parce que nous avons les mêmes origines latines. Parce que là, le taux d'échec des femmes, donc de 30%, il faut le comprendre comme sur 100 femmes entrepreneuses, il y en a 30% qui ont échoué, c'est ça? Oui. C'est pas sur 100 échecs, il y en a 30, c'est des femmes et 70, c'est des hommes. Voilà, c'est pas ça. Merci de poser la question, Nicolas. Ah non, c'est ça. Des 100 échecs, 34% étaient des femmes. D'accord. Ouais, mais en fait, il faudrait savoir sur les 100, combien quelle est la proportion de femmes qui se lancent? Parce que imaginons que sur 100 créateurs. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est ça. Oui. Sur 100 créateurs, s'il n'y a que 10% de femmes. D'accord, oui. Mais qu'elles représentent 30% des échecs, c'est énorme. Alors que dans l'autre sens, c'est 30% seulement qui échouent, c'est peut-être mieux que les hommes. Enfin, donc je sais pas. D'accord. C'est une bonne question. Ça vaut la peine de creuser, vraiment. Là, on a un sujet en or. Des sujets qui nous permettent aussi d'ouverture du dialogue. Je vais chercher cette information. Il y a vraiment quelque chose à faire pour. Oui, très bonne question. Nous aussi, il faut qu'on cherche. Nous aussi, il faudrait qu'on cherche en France. C'est intéressant. C'est ce que je dis en France.
et au Mexique, comparer vraiment et voir si on a un échantillon comparable. C'est vachement intéressant et puis d'en tirer les conséquences et même de faire un thème, un jour, un événement et creuser le sujet. Oui, tout à fait. Alors moi, je peux vous apporter une réponse par rapport au taux d'échec en cas de rebond. Alors, je ne connais pas le mix entre le taux d'échec des femmes dans le rebond et des hommes dans le rebond. Par contre, on sait qu'on calcule le taux d'échec par la Banque de France est calculé et il est inférieur de ceux qui rebondissent de ceux qui sont primo démarrants. Et que ce delta peut être provisionné comme moindre risque pour l'investisseur et un sujet de lui dire qu'il prend moins de risques et donc finalement que son projet est moins risqué d'investissement pour lui. Voilà. Et ça, c'était au passage un des sujets abordés par un mathématicien qui faisait partie des rebondistes, non pas mais du fond du rebond et qui avait étudié ça. Mais je ne connais pas non plus. Encore une fois, moi, les femmes. Encore une fois, mais c'est pas du tout pour mettre en cause, mais moi je suis un spécialiste de l'analyse de données et à chaque fois, quel est le biais? Est-ce que c'est pas que la raison de ce que tu avances, Jean-Michel, est-ce que c'est pas parce que ceux qui rebondissent et qui se relancent, leur projet, certes, ils se sont améliorés, mais leur projet, il est peut-être aussi beaucoup plus prudent. Il est plus réfléchi. Ah, alors la notion de prudence, moi, c'est un sujet que j'aimerais bien qu'on creuse aussi parce que est-ce que la prudence, parce que quand on regarde nos serial entrepreneurs nord-américains, entre guillemets, est-ce que tu penses sincèrement entre toi et moi, Nicolas, qu'ils ont été plus prudents? Waouh, il y a quand même de sacrés exemples où on peut se poser parfois la question, est-ce que la prudence… mais il faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Je pense que ceux qu'on voit réussir et qui n'ont pas été prudents, ils sont très, très, très peu par rapport à tous ceux que moi je vois passer dans l'incubateur. Et si je les recadre pas, c'est des gens que je peux pas laisser partir parce qu'ils sont pas prudents du tout, quoi. Ah oui, je voulais te dire, c'est important que tu l'entendes. Je te parlais des serial entrepreneurs. D'accord, ok. Vraiment précis, ce que j'ai dit. Je ne connais pas bien les stats aujourd'hui des primo-entrepreneurs, voire pas du tout. Je te parle des stats des serial entrepreneurs et de dire que quand tu dis que tu réduis le risque, là, je m'interroge. Sincèrement, on regarde des stats et là, je suis quand même… Je me pose la question, est-ce que c'est de la prudence? Et puis, ça dépend ce qu'on entend par prudence. Est-ce que c'est juste avoir réfléchi posément et prendre un risque mesuré? Ou est-ce que effectivement c'est la prudence au sens où, à force d'être prudent, on ne fait jamais rien, quoi. Je traverse même plus la rue tellement je suis prudent. Ou alors est-ce que c'est un changement aussi de façon d'agir, etc. Comme le disait Salvador, c'est de faire autrement. Voilà. Ça peut être totalement. J'adore d'ailleurs ce que tu viens de dire, Carole. Je bois du petit lait. Oui, c'est faire autrement, vraisemblablement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une donnée donne envie d'être creusée. Bon, messieurs. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça, c'est très, très intéressant, oui. Oui. Ça donne de la discussion très, très, très forte. Oui, c'est bien. On va voir qui va donner les données en premier, les Français ou les Mexicains, hein? Pour qu'on puisse comparer. C'est pareil, je pense. Oui. Mais bon, très, très intéressant. C'est un sujet très fort et très intéressant de travailler en profondeur. C'est très bon que vous travaillez sur ça. Tu vois, Carole, ça peut être un sujet d'une prochaine. Demander à tous les rebondisseurs de collecter, glaner tout type de statistiques. Et on met tout dans un pot commun et on mélange toutes nos statistiques pour voir ce qu'il en ressort. Oui, on peut commencer comme ça, Oui. Mais bien sûr, les Carole, ça c'était une bonne idée. Parce que moi, j'ai essayé de commencer à chercher. Alors, même si je déteste les chiffres, c'est pas mon truc, franchement. J'ai essayé de chercher, mais c'est vrai que plus on est nombreux, l'union fait la force, on peut trouver des choses. Oui. Non, mais en tout cas, c'est des éléments à remonter. Je sais à ceux qui nous écoutent au national, et la nouvelle présidente, directrice générale, plus exactement. La présidente est toujours la même, mais directrice générale, ça peut être vraiment un élément important. Ouais, tout à fait. Génial.
Génial. En tout cas, merci Salvador. On lance. Merci à vous. Merci à vous. Namasté. Tu voulais rajouter Namasté. Cécilia, tu voulais rajouter quelque chose? Ah non, moi je vous ai écouté, j'étais bien. C'est parfait. C'est parfait. Merci Cécilia. Eh ben, merci Salvador, tu as été Merci génial. Nicolas, merci et je n'en Yann-Michel. doutais pas. Merci à tous. À la Bye prochaine. bye. Merci Yann. On va prendre une photo de groupe. Ah oui, oui. Oui. Alors Ok. attends, photo de groupe. Attendez, bougez pas. Hop. Attention, vous êtes tous prêts à sourire, on y va? Ouais. Et voilà, c'est fait. C'est fait. Génial, Oh, super. merci. Bye. Allez, Merci. Au revoir. À la prochaine. au revoir. Au revoir.